Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette semaine sur Lumière intérieure, nous avons la joie d'accueillir une voix bien connue, un dessinateur, un comédien, Christian Morin. Bonjour Bénédicte. Bonjour Christian Morin et bienvenue. Votre prénom, j'ai l'impression qu'il m'est tellement familier, c'est celui de ma femme, donc c'est parfait, j'ai l'impression. Peut-être que je vous appellerai Béné pendant l'interview. N'hésitez pas, ça me mettra bien à l'aise. Est-ce qu'on vous appelle Béné aussi de temps en temps? Oui, et on m'appelle Bénédicte que pour me gronder généralement, donc je suis très contente si vous m'appelez Béné. Alors Béné, quelquefois les copines de Bénédicte l'appellent Bénou aussi. Ah, ça je ne connaissais pas. C'est une autre formule, Oui. je vous l'offre. Merci beaucoup. En guise de bienvenue pour vous retrouver aujourd'hui, je suis ravi. Merci en beaucoup, tous les cas, Christian merci de me Morin. recevoir. Alors, vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux. Vous Oui. étiez quand vous étiez petit. Vous racontez ça magnifiquement dans votre livre « J'ai tant de choses à vous raconter » où vous décrivez ce quartier haut en couleurs qui était le vôtre. Et vous avez commencé comme dessinateur ou humoriste dans le même journal que Sampé, n'est-ce pas? Sud-Ouest, c'est ça, à Bordeaux. Exactement. Puis ensuite, vous avez été clarinettiste. Alors, petit parallèlement, garçon, tout était en même mêlé, temps. associé, oui, pendant que j'étais aux Beaux-Arts. La clarinette est arrivée dans ma vie, la découverte de cette musique de jazz formidable. Donc, j'ai monté un quartet avec des copains étudiants, et puis, de fil en aiguille, la vie était épatante. De temps en temps, il y avait un petit peu de théâtre, un peu moins, parce que l'emploi du temps était quand même très, très chargé. Mais c'était merveilleux. C'était quand même un domaine complètement artistique. Donc, des années de bonheur. Oui, vraiment. Et j'ai découvert quelque chose d'ailleurs aux Beaux-Arts, c'est qu'il n'y avait pas de jalousie entre nous. On enviait plutôt quelqu'un quand il avait plus de talent que nous en peinture. On avait envie de faire mieux que lui, ou aussi bien. Par rapport à nos professeurs, par exemple. Tous les professeurs étaient des anciens des Beaux-Arts, les peintres, les professeurs de fusain, les professeurs de sculpture, les professeurs de gravure, même l'anatomie artistique, puisqu'on allait travailler sur des cadavres à la fac de médecine, comme le faisait Léonard de Vinci. On était à côté des étudiants en médecine, et puis on avait une épreuve à la fin des 4 premières années de Beaux-Arts, d'anatomie artistique, où il fallait dessiner avec un modèle. Nous, cette année-là, c'était le bras et l'avant-bras, avec le poignet tourné. Et il fallait donc dessiner le corps et les muscles ensuite sur un calque, et ensuite les os. C'est pour ça que l'anatomie artistique n'a plus de secret pour moi. D'ailleurs, il me semble que votre vocation de dessinateur est née à l'hôpital, non? Vous racontez ça dans votre livre, oui, enfin, lors d'une crise d'appendicite. Mon père était dessinateur autodidacte. Je voyais mon père dessiner, donc j'avais une propension à dessiner aussi beaucoup. Mais à l'hôpital, lors d'une opération de l'appendicite, j'avais du temps et je m'étais mis dans la tête de faire une bande dessinée dans le style de Tintin. C'était un peu prétentieux de ma part. C'est audacieux. Donc ça m'inspirait, Hergé m'inspirait beaucoup. Je découvrais dans Spirou un jeune débutant dans la BD, c'est Gaston Lagaffe, dessiné par un dessinateur inouï qui s'appelait Franquin. Et puis après, j'ai eu le bonheur de croiser Sampé quelques années après, puisque moi, j'ai commencé à travailler pour Sud-Ouest 10 ans après Sampé. Ouais. Et puis on s'est rencontrés pour une émission de jazz, et il y a un petit dessin dans le livre d'ailleurs, qui évoque ce rendez-vous où on se croise tous les deux par dessin interposé. Et puis après, j'ai rencontré Cabu, Uderzo aussi, qui était devenu un très très bon ami, enfin que des gens sympathiques. Qui vous a offert une planche d'Astérix chez les Bretons. D'ailleurs, vous ne dites pas laquelle c'est dans votre livre, c'est laquelle? Page 38, vous dites, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est la page où il y a le fameux match de rugby. Ah, c'est cette page, oui, je vois très bien. On voit quelqu'un enfoncer la tête d'un autre joueur dans la pelouse. Et vous savez pourquoi il vous a offert celle-là? Oui, parce que c'était un échange de bons procédés. J'avais fait une exposition de dessins humoristiques. Je faisais beaucoup de dessins et de graphisme sur toile, mais après j'ai fait du dessin humoristique sur toile ou sur papier. Et j'avais fait une exposition au Forum des Halles en 81. Oui, en 81. Et il y a eu 2 événements d'ailleurs en 80. Il y a l'arrivée des socialistes au gouvernement avec M. Mitterrand et mon exposition. Non, mais moi j'étais à l'exposition. Bref, je plaisante. Et alors, donc, il est venu à cette exposition. Il y avait beaucoup d'amis que je croisais déjà un petit peu à la radio. Et il est venu avec sa fille. Et puis, en regardant l'exposition, il y avait un dessin qui lui plaisait beaucoup. Alors, je n'ai rien dit. Je lui ai fait envoyer chez lui un dessin sur toile. C'était l'histoire d'une bombarde qui envoyait un boulet de canon pour l'autre côté d'un fossé. Et le type qui était de l'autre côté du fossé se moquait du type
qui avait envoyé le boulet de canon, car le boulet de canon était tombé dans le fossé et était au milieu du dessin. Ça avait beaucoup plu à Uderzo. Et un jour, à la radio, il est arrivé, il m'a dit « Tu ouvriras ça chez toi ». Ah, ça c'est trop sympa. Et donc, vous gardez ça précieusement, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Et après, vous êtes devenu homme de radio. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer comme ça de direction? C'est-à-dire que je me suis ennuyé dans une agence de publicité, parce que j'ai été monté à Paris. Alors, il faut dire qu'il y a eu une cassure assez difficile à l'âge de 25 ans, à la fin de mon service militaire. Mon père est décédé brutalement, très brutalement. Je l'ai eu au téléphone la veille, le lendemain matin, c'était terminé. Il est mort comme il le souhaitait, comme beaucoup de gens peuvent le souhaiter. Ça s'est arrêté, il n'a pas souffert. Oui. Mais enfin, bon, pour le reste de la famille, c'était assez difficile. Très violent. Et je montais à Paris, donc, pendant mon service militaire, pour prendre des contacts, pour travailler en agence de publicité. J'ai trouvé du travail pendant 15 jours et je me suis ennuyé. Le travail 9h midi, 14h, 17h ou 18h, ça, c'était pas pour moi. J'avais pris je crois que c'était des bonnes habitudes, mais pour les autres, c'était des mauvaises habitudes. Je pouvais travailler à n'importe quelle heure. Si je rentrais de faire un concert sur le bassin d'Arcachon à 2h du matin, je me mettais à ma planche à dessin, je finissais à 4h ou 5h du matin, et l'après-midi, je livrais le dessin qui était attendu par ceux qui me l'avaient commandé. Bref. Donc, je me suis ennuyé, et j'ai essayé de penser à un métier, une profession qui pourrait réunir tout ce que j'avais fait pendant presque une dizaine d'années à Bordeaux, les beaux-arts, le dessin, la bande dessinée, le dessin humoristique, les concerts de jazz, la musique, quelques conférences sur le jazz, etc. etc. Et je me suis dit, qui pourrait m'aider à rassembler tous ces passions? Et il y avait quelqu'un qui me fascinait, Béné, à l'époque, c'était Jacques Chancel, avec le Grand Échiquier. J'étais fasciné. J'avais un copain qui était monté en même temps que moi à Paris, qui était l'assistant de Jacques Chancel, et qui me faisait venir sur le plateau. Et de découvrir un homme comme Jacques Chancel, qui pouvait recevoir Karajan, Rostropovitch, Lino Ventura, Georges Brassens, une danseuse étoile de l'opéra, etc., ça me fascinait. Mais la télé me faisait peur quand même. Donc je suis allé dans une radio que j'écoutais beaucoup le dimanche matin, parce que j'écoutais beaucoup les émissions de Francis Blanche, et je suis allé à Europe 1 demander s'il y avait des stages pour former peut-être ce que j'appelais encore un speaker. Ah oui. C'était un animateur, on m'a dit non, animateur, meneur de jeu. Et on m'a dit, vous avez des maquettes? J'ai dit non, ben vous allez en faire une. J'en ai fait une, puis deux, et puis... Ils ont aimé votre voix. L'histoire a commencé. Ouais. J'ai rencontré là un homme merveilleux que beaucoup de gens connaissent au travers de chansons de grands artistes. Ça va de Beko à Sardou, en passant par Jodassin et beaucoup d'autres. C'est Pierre Delanoë, qui était le directeur artistique d'Europe 1 à ce moment-là, et qui m'a dit, est-ce que vous êtes libre dans la nuit du 9 au 10 ? J'ai dit, mais oui, évidemment, dans ces cas-là. C'était un beau cadeau de Noël. Donc, j'ai commencé dans la nuit du 9 au 10 janvier 1972. C'était au siècle dernier, déjà. Oui. Et après, la télé vous a ouvert ses portes? Alors, la télé, oui, parce que quand on faisait de la radio, on avait tous envie d'apparaître à la télé, oui, de quelque manière que ce soit. Et donc, la télévision est arrivée en 1975. J'ai croisé un de mes amis journalistes à Europe 1 qui s'appelle Pierre Bonte, et qui est devenu mon voisin, d'ailleurs, on se croise de temps en temps dans le même quartier, nous avons le même pressing, d'ailleurs, aujourd'hui. Et Pierre me dit, tu devrais aller jeter un coup d'œil, France 3 cherche un animateur pour une émission de jeu assez particulière. Bon, donc je me suis présenté, et il y avait d'autres candidats, et il y avait deux personnes qui passaient avant moi, c'était André Torrent, qui était déjà à RTL, déjà plus connu que moi j'avais 3 ans de radio, et Gérard Rolls. Ils sont passés avant moi, donc j'avais très peur, j'étais impressionné. Et j'ai passé un essai pour cette émission. Je me suis trompé à un moment, j'ai essayé de me rattraper, ça a amusé le producteur, qui était celui qui présentait les dossiers d'écran, Alain Jérôme. Et à la fin, il m'a dit, est-ce que vous êtes libre à déjeuner? J'ai dit oui, tout à fait. Allons déjeuner ensemble, on va parler sérieusement. Et j'ai été choisi. Alors l'émission était très intéressante. C'était le premier jeu de France 3 qui avait commencé depuis Lille, présenté par un journaliste lillois de FR3 Lille. Et l'émission, on avait récupéré des stocks et des stocks
d'images vues d'avion qui permettaient de découvrir la France. Et le jeu était très simple. Selon que vous descendiez plus ou moins vers le sol et vers la ville ou la région à découvrir, vous gagniez moins d'argent transformable en billets d'avion. Il y avait un partenariat avec Air France, donc ça s'appelait Altitude 10 000. Et donc le candidat qui trouvait déjà la région à 10 000 pieds... Ah, c'est rigolo. Ben oui, c'était plus intéressant. Alors on était dans une fausse cabine d'avion, j'avais les deux candidats à côté de moi, on tournait à Lille, je partais à Lille 4-5 jours par mois, on tournait à Lille dans des studios aménagés, c'est-à-dire qu'il y avait des studios aménagés dans les locaux de la foire de Lille, il y avait un camion régie, et bien évidemment les candidats sont arrivés, les premiers candidats m'ont dit « Monsieur Morin, on compte sur vous, parce qu'on a une trouille, on a peur, vous ne pouvez pas imaginer. » Je dis « Ne vous inquiétez pas, moi j'avais autant peur qu'eux, bien sûr, c'était mes débuts. » Et voilà comment ça a commencé. Et donc l'émission a duré à peu près 1 année, ça marchait très bien. Alors quand on était au sol, ça c'était très intéressant, il y avait 3 historiens, Michel Mort, Alain Decaux et André Castelot, c'est comme ça que je les ai connus. Quand je dis que dans ce livre, ce sont des rencontres formidables, la vie, grâce à la radio, puis la télévision, puis la vie tout court et le jazz aussi, m'a permis de rencontrer des tas de gens, et c'était formidable, avec l'avantage que l'on a quand on est fan de quelqu'un, c'est de pouvoir l'approcher un petit peu plus rapidement. Ouais. Alors justement, parlons-en de ce livre. Christian Morin, c'est votre actualité. Vous l'avez publié aux éditions XO. J'ai tant de choses à vous raconter. Et certainement, on aurait envie de vous demander laquelle aujourd'hui, pour nous, vous auriez envie de nous raconter. Ben, un petit peu tout de détails. S'il y a quelque chose qui vous plaît en particulier, ne vous gênez pas, posez-moi des questions, je répondrai. Ce que je voulais surtout, c'est... Bon, et bien sûr, il y a eu cette aventure formidable avec la télévision qui a été La Roue de la Fortune. Oui. La Roue de la Fortune, ça a duré pendant 5 ans et demi, avec 1600 ou 1700 émissions à peu près, et une vitrine extraordinaire, car à l'époque, il faut quand même replacer tout cela dans le contexte, il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Il y avait la 1, la 2 et la 3. Donc, tout le monde regardait ça. Canal était payant. La 5 allait commencer à exister en 86. Et puis la 6 commençait à balbutier. Et quand le poste de télévision Bénédicte s'allumait, dès qu'on appuyait sur un bouton, ça s'allumait toujours sur la 1. Il n'y avait pas beaucoup de télécommandes. Quand on voulait changer de chaîne, il fallait se lever du canapé ou du fauteuil pour aller appuyer sur un autre bouton. Oui. Donc ça changeait. Oui. Et sur la 1, par exemple, La Roue de la Fortune, le nombre de téléspectateurs était croissant on va dire, entre 10 et 13 millions tous les soirs. Et donc à partir de là, vous n'avez pas pu aller à la boulangerie sans que quelqu'un ait l'impression de vous connaître? Non, mais les gens étaient toujours très gentils. Ah, oui. Mais enfin, je payais quand même mon pain. Je tiens même à le les préciser. Croissants? Oui, je tiens à le préciser. Non, c'était formidable parce que c'est une vitrine épatante. Alors bien sûr, mais pour les gens que je rencontrais quelquefois après, qui me disaient mais c'est marrant, parce que vous avez fait La Roue de la Fortune, mais vous faites du jazz aussi, oui. Vous dessinez, etc. Vous devez avoir des tas de choses à raconter, d'où le titre de ce livre. Et je n'ai rien contre La Roue de la Fortune, je ne dénigre pas, au contraire. Mais je me suis dit qu'il ne fallait pas que La Roue de la Fortune soit l'arbre qui cachait la forêt. Oui. J'ai eu envie d'emmener les gens un peu dans cette balade de la forêt, et puis de commencer par l'enfance avec l'importance qu'a eu aussi mon père, oui. Dans ce déclenchement aussi de ma vie, et de ce qui s'est dessiné, je ne dirais pas malgré moi, mais avec lui et grâce à lui, et avec moi après par la suite. Eh bien c'est parfait, parce que ça nous permet de passer à la seconde partie de cette émission. Alors on vous a prévenu, on va vous laisser tout seul dans cette pièce. Vous allez m'avoir en voix dans l'oreille et nous allons vous présenter 4 mots et vous laisser exprimer ce qu'ils vous inspire et nous partager votre lumière intérieure. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Nous avons la joie de nous retrouver sur Lumière intérieure et de recevoir Christian Morin dans le cadre de son actualité, son livre aux éditions XO. J'ai tant de choses à vous raconter. Et maintenant, Christian Morin, nous en sommes au moment des mots. Et le premier mot auquel nous avons pensé en lisant votre livre et en pensant à vous, vous l'avez d'ailleurs introduit tout à l'heure, c'est le mot « père ». Alors mon père, le mien,
Le mien, il y avait autant d'amour pour ma mère, hein, je le précise, mais mon père était un homme assez particulier, qui avait beaucoup d'humour, qui plaisantait tout le temps. Je pense, je le raconte dans le livre, que cet humour l'a sauvé, lui a permis d'être un peu au-dessus lorsqu'il s'est retrouvé prisonnier des Allemands dans un camp de réfractaires en Pologne. Mais cet homme était merveilleux. J'ai découvert ce merveilleux encore plus après sa disparition. Je vous explique, il m'avait fait passer un test psychotechnique. Lui-même était, je l'ai évoqué tout à l'heure, dessinateur autodidacte, il était imprimeur. Et il m'avait fait passer un test psychotechnique à l'âge de 13 ans qui a dévoilé chez moi beaucoup de tendances aux arts en général, la littérature, la musique, le théâtre, peut-être la radio, sait-on jamais, et le dessin. Et donc il a tiré des ficelles, et je n'ai découvert les résultats de ce test qu'une fois être rentré à Europe 1, c'est-à-dire 2 ou 3 ans après, et pratiquement 5 ans après la mort de mon père. Et là, j'ai découvert combien mon père avait été important. C'est-à-dire que, à partir de ce test, il m'a plus orienté après le brevet à passer un concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts, ce que j'ai fait. Là, ça a été un épanouissement complet puisque j'avais quelques dons. Et j'avais déjà commencé à suivre les cours du soir sur ses conseils. Puis un jour, mon père, un homme qui a connu la guerre, me dit « Tu sais, ce serait peut-être bien que tu apprennes un instrument de musique. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. » J'ai donc appris un instrument de musique. Le père d'un copain de collège était professeur de saxophone et de clarinette. Je ne dis pas que s'il avait été harpiste, j'aurais appris la harpe, sait-on jamais. Mais j'ai appris la clarinette, ça m'amusait. Et voilà. Et donc mon père a été ce jalon. Si j'avais à marcher aujourd'hui sur un chemin, je pense que dans les petites flammes qui borderaient le chemin, je verrais toujours le clin d'œil ou le sourire de mon père qui viendrait continuer de border ce chemin. C'est pour ça que, avec tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je pense à lui. J'en ai longtemps parlé aussi avec ma mère, puisque ma mère a vécu beaucoup plus longtemps, jusqu'à l'âge de 94 ans. Mais voilà, donc je lui dois beaucoup. Et c'est un homme qui m'a manqué dès sa disparition. C'est pour ça que je me tournais toujours vers des gens un peu plus adultes dans le travail, que ce soit dans la musique, dans le dessin. J'avais beaucoup d'admiration pour ces gens un peu plus élevés qui devaient, malgré moi, représenter probablement le père, je pense. Alors, vous évoquez sa captivité. À votre avis, qu'est-ce qui lui avait donné cette force de vie, cet appétit de vivre dont vous parlez dans ce livre, qui fait qu'il n'est pas revenu cassé en 1000 morceaux, ni sombre, ni ratatiné, mais au contraire avec encore de l'humour, de l'envie de vivre et de dévorer la vie? Mais écoutez, d'abord, quand il racontait ces moments un petit peu compliqués de captivité, dirons-nous, c'était toujours avec humour, avec tous ses copains anciens prisonniers. Il faut que je vous dise aussi que mon père était simplement caporal quand il a été fait prisonnier dans les premières ligues en 40. Mais cet humour s'est prolongé parce qu'il a falsifié ses papiers pour se faire passer pour un sous-officier, car le sous-officier pouvait refuser de travailler pour les Allemands. Donc, il a refusé de travailler, il était donc réfractaire. Et je ne dirais pas que sa vie de prisonnier a été réjouissante, mais ça l'a aidé, quand je le disais en début de conversation, cet humour a dû le sauver. Mais il aimait bien plaisanter. C'est ce que j'ai essayé de garder. Il avait une espèce de légèreté, il était son propre patron, il avait une toute petite imprimerie. Il n'y avait pas d'employés, c'était une toute petite imprimerie qui faisait beaucoup de travail d'impression pour les factures des grosses sociétés, quelquefois comme le Crédit Agricole, ou d'autres sociétés de ce type, et puis tout ce qui était carte de visite, etc., papier en tête, bref. Et donc le matin, il se levait quelquefois à 5h30, 6h, il se baladait dans Bordeaux, il allait faire des dessins, il avait son petit carnet de croquis, et puis il arrivait à 8h, 8h15, 8h30, quelquefois 9h, personne ne l'attendait, personne ne pouvait lui reprocher quelque retard que ce soit, et voilà, c'était mon père. Et ça vous a plu aussi, si j'ai bien compris, c'était... Oui, parce que il aimait bien, il a dû voir que j'avais un peu cette légèreté aussi. Je pense qu'il a dû l'entretenir un peu, ce qui n'empêchait pas une certaine discipline de la part de mon père,
et de ma mère. Mais j'ai eu des parents aimants, on vivait dans une petite maison, ce qu'on appelle les échoppes bordelaises, sans étage. Et il n'y avait pas de salle de bain. J'ai découvert une salle de bain, j'avais 17 ans ou 18 ans à peu près. Donc c'était la cuisine, et tout se passait très bien. C'était un tout petit appartement. Et on avait une petite cour qui devait faire, on va dire, 4 mètres sur 1 mètre et demi. Et au moment des vacances de Pâques, je me souviens, il y avait une institutrice qui nous avait dit « Est-ce que quelqu'un a un jardin pour garder la tortue de la classe ?» J'ai levé la main. On a été obligé de garder la tortue dans cette petite courette, surtout de faire en sorte qu'elle ne s'échappe pas. Autrement, je me serais fait engueuler en rentrant à l'école après. Mon père me dit « Si tu confonds la cour avec un jardin, tu verras quand on aura un jardin. » Que l'on n'a jamais eu d'ailleurs. Vous étiez déjà très optimiste et vous racontez un épisode très émouvant dans votre livre, un moment où votre père retourne en Belgique où s'était situé un combat terrible et où là vous voyez son visage qui change et ce père léger et joyeux revêt un visage sombre et peut-être angoissé de ce souvenir effrayant qui lui revenait à la mémoire. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cela ? Volontiers, Bénédicte, parce que je me souviens, je commençais à peine à faire de la clarinette d'ailleurs, vous verrez pourquoi j'évoque ça. On était partis avec mon beau-frère et ma sœur, ma mère et mon père et moi, et on partait donc vers la Belgique. Et en passant par Carvin, où mon père avait été fait prisonnier en défendant une ferme, après avoir été encerclé toute la nuit par les Allemands, eh bien, on s'est arrêté dans cette ferme. Mon père l'a reconnu. Les gens de la ferme avaient gardé les tôles des hangars qui étaient encore criblés de balles. On était à peu près en 57-58 par là. Et il a revu la petite fille qu'il avait vue des fermiers pendant la guerre, qui était devenue une femme, qui avait 2 enfants, qui était toujours cultivatrice. Et quand il a revu cette ferme, je me souviens du visage de mon père, blême. Je me suis dit, après, s'il avait été cardiaque, je pense qu'il aurait pu avoir un sérieux problème. Je ne sais pas si, pour ceux qui ont vu le film Un taxi pour Tobruk, à la fin, alors qu'on a vu tout le périple de Lino Ventura, qui a perdu tous ses copains pendant ce périple, Lino Ventura, il y a quelqu'un qui lui reproche d'avoir gardé sa casquette au moment du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Et il enlève sa casquette avec un visage très très fermé. Mon père était comme ça. Ça m'avait frappé. C'était une émotion pour lui, mais après un bonheur, parce que bien sûr, il était heureux d'avoir pu retrouver cette ferme avec tous ces détails qu'il a pu retrouver et que ces gens avaient gardés de façon tout à fait adorable. Et quand on est arrivé en Belgique, on allait donc en Belgique retrouver la marraine de guerre de mon père, qu'il avait tue puisqu'il avait été il avait été fait prisonnier, mais il était blessé. Donc il est allé à l'hôpital de Gand pendant 2 ou 3 mois, et sa marraine de guerre, Bernadette Hockey, habitait à Gand. On est allé à Gand, j'ai fait sa connaissance, et elle avait caché pendant toute la guerre un petit juif qui avait 5 ans de plus que moi et qui jouait de la clarinette dans un orchestre de jazz. Incroyable. D'amateur, hein. Donc, j'ai eu l'autorisation de mon père pour l'accompagner à une séance de répétition. J'y suis allé. J'avais pas ma clarinette avec moi, mais j'ai vu cet orchestre. Et après, je suis allé dîner. Malheureusement, c'est là, à 13 ans ou 14 ans, que j'ai bu ma première bière alcoolisée en Belgique. Et je suis rentré, on va dire, allez, très joyeux. Voilà, ma première cuite, c'est en Belgique. Alors, nous allons maintenant passer au second mot. Ce second mot est assez grave. C'est absence. L'absence, ce n'est pas celui du père seulement, c'est celui de tous ceux que vous approchez. L'absence, bien sûr, quand les gens s'en vont, j'ai toujours ce sentiment de ne pas avoir, ça a été le cas avec mon père, de ne pas avoir été assez loin dans des conversations. On se dit, est-ce que je lui ai posé les bonnes questions? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce qu'il pouvait souhaiter? Mais là, c'est trop tard, on ne peut plus. On a envie de décrocher un téléphone quelquefois pour appeler celui qui est absent, mais on ne peut pas l'appeler, il ne sera pas au bout du fil. Et cette absence, c'est quelque chose qui me perturbe, mais à l'inverse, lorsque je serai appelé à disparaître, lorsque le bon Dieu estimera que mon temps est terminé,
eh bien, je ne m'en rendrai peut-être pas compte, mais ce qui me rend triste dans la disparition, dans la mort, c'est que je ne vais plus pouvoir voir ceux que j'aime et que je laisserai encore en vie. Ça me préoccupe beaucoup. Mais l'absence, ce n'est pas simplement qu'au niveau matériel ou physique. L'absence, ça peut être l'absence de quelque chose que l'on n'aurait pas dit à quelqu'un. Et on s'en rend compte quand il est trop tard. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On n'ose pas, quelquefois, dire un mot. C'est pour ça que je préfère avoir du remords que des regrets. Je préfère avoir prononcé une phrase qui peut heurter quelqu'un, mais au moins le lui avoir dit, plutôt que de m'être retenu. Et l'absence, c'est un mot terrible. Alors, c'était un mot terrible à l'école. Il fallait surtout ne pas être absent quand il y avait des compositions. Surtout ne pas arriver. J'ai jamais menti, j'ai jamais eu de... Vous savez, le mot d'excuse qu'on apporte aux profs. Mais à l'école, j'étais pas, à part la grippe, quelquefois qui m'a retenu, mais j'étais rarement absent. Mais l'absence, ça peut être l'absence de jolies lumières autour de vous, une absence financière pour quelqu'un qui débute dans la vie, l'absence d'amour aussi pour les gens. C'est pour ça que quand vous aimez quelqu'un, autant le lui dire tout de suite, que ce soit au niveau de l'amitié ou de l'amour tout court, il faut surtout dire les choses. L'absence, ça va dans le sens des mots. L'absence de mots pour les autres, il faut surtout ne rien restreindre. Pas de frontières. Ouvrez. Alors quand on vous entend, vous dites que ce qui vous effraie, c'est qu'on ne vous voit plus ou de ne plus pouvoir communiquer, dire ces mots d'amour ou ces mots de vérité que vous auriez voulu dire à ceux que vous aimez et qui sont disparus. Mais au fond, ça pose une question. Est-ce qu'on peut encore se parler par-delà les barrières de la mort ? Est-ce qu'on peut communiquer ? Est-ce qu'on peut se voir ? Alors certains oui, parce qu'il m'arrive, moi, quelquefois, quand je suis seul, quand j'ai fait quelque chose qui a bien marché ou qui m'a amusé, je pense à mon père en me disant « Tiens, j'espère que ça t'a fait rire aussi ». Enfin bon, on s'adresse toujours à la personne qui vous manque à ce moment-là. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi l'absence de quelqu'un qui n'est pas avec vous pendant quelques jours. Ça peut être ma femme qui peut être absente, j'ai envie de lui dire quelque chose, donc je lui dis dans l'absolu, ou je lui dis « je lui dirai ça », etc. Parce que j'ai manqué de le lui dire alors qu'elle était en face de moi. Ça peut être ces choses-là, effectivement. Mais on peut parler Je ne crois pas tellement au lien qu'il y a avec... Est-ce que les morts continuent de nous parler, d'exister ? Peut-être au niveau de l'âme, au niveau de... Je garderai plutôt un sourire de ceux qui sont partis un peu trop tôt, ou de bons moments que nous avons partagés. Ça aussi, ne réduisez jamais l'absence de bons moments à partager avec les autres. Mais au fond, ce que vous dites, c'est qu'on éprouve le silence de ceux qui sont partis quand même. On l'éprouve durement. Voilà. Ouais. Et que Ce même silence est terrible. Le silence est terrible, et à tel point que c'était pas tellement, pas à la mode, mais c'était pas tellement un outil qu'on avait à l'époque. Mais je regrette de ne pas avoir un enregistrement avec la voix de mon père. Ah, ça je comprends. C'est terrible. Oui. Même la voix de ma mère, j'aurais pu le faire d'ailleurs. Je pourrais peut-être le retrouver sur quelques bandes de radio. Mais c'est vrai qu'on en oublie la musique. On oublie la musique de ces voix si familières. Exactement. Oui. Alors, par moment, j'ai l'impression d'avoir perdu la voix. Je sais pas, je la recherche quelquefois. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué énormément. Je comprends. Alors, nous allons passer au troisième mot qui est quand même plus gai, parce qu'il ne faut pas qu'on soit déprimé dans cette émission. Et ce troisième mot, c'est votre livre encore qui l'a inspiré, c'est le mot prêtre. Ah, alors, il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui, on en manque malgré tout, mais il y en a un pour moi dans ma vie, c'est le frère de mon père, c'est Robert Morin, l'abbé Robert Morin. Alors lui, c'était un exemple parce que lui m'a donné envie d'aller vers la prêtrise, mais de façon, je dirais, imagée, parce que bien sûr, il était curé il lui aussi a été prisonnier comme mon père, mais il était dans la boucle du Tyrol, dans un autre camp à Ravarouchka. Et il s'est évadé, il a fait 2 tentatives d'évasion. Et la deuxième fois, quand il a été repris,
ça pourrait presque s'associer à prêtre et traître, car il a été dénoncé par d'autres prisonniers français. Bref, c'est comme ça. Mais il était ravi d'avoir été dénoncé parce que il n'avait pas pris assez de chocolat et de sucre avec lui pour s'évader, qu'il récupérait dans les colis de prisonniers. Et il avait un tout petit début de scorbut, donc il m'a dit que c'était pas plus mal. Mais il a fait une deuxième tentative d'évasion le soir même où ils ont été repris par les Allemands. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, il était beaucoup plus jeune que mon père. Et tonton Robert, donc, bien évidemment, quand je passais mes vacances pendant 3 mois en Charente, c'était amusant parce que je servais abondamment la messe, puisque après la guerre, on manquait de jeunes prêtres. Et il avait 4 ou 5 paroisses autour des Touches de Périgny, en Charente, pas très loin de Cognac et de Mata. Et pour ceux qui connaissent. Et donc, on partait avec sa petite Simca 1000. Et c'était... Non, la Simca 500, une toute petite voiture ridicule, même avant la Fiat 500. Et on partait avec sa voiture. Et j'avais l'impression, on faisait 4-5 km, j'avais l'impression, pour moi, que c'était un transport extraordinaire. Et j'aimais beaucoup servir la messe parce qu'on avait, à l'époque, il y avait encore les soutanes rouges avec le surplis blanc. Très, très beau. Mais si je vous dis que, paradoxalement, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, j'adorais les enterrements. Pourquoi ? Parce que je portais, en tant qu'enfant de chœur, on portait une soutane noire avec le surplis blanc pour accompagner, bien sûr, la noirceur des obsèques. Et comme je portais une soutane noire, comme mon oncle, j'avais l'impression d'être un adulte. Et ça me donnait quelque part l'envie de, sans avoir toutes les contraintes, le séminaire, l'apprentissage, la liturgie, etc., j'avais envie d'être prêtre. Et puis un jour, eh bien, il y a un copain de séminaire de mon oncle qui est venu le voir. Il était missionnaire, il avait une soutane blanche. Quand il est arrivé, j'ai trouvé ça tellement magnifique que j'ai eu envie d'être missionnaire. Ça fait partie des nombreux métiers qui m'ont tenté quand j'étais enfant. Donc le costume vous attirait. Ça, Vous pensez qu'il y avait quelque chose de plus que le costume qui vous attirait dans cette vie ? Je ne sais pas, oui, parce que je voyais vivre mon oncle, après tout, il était avec mes grands-parents paternels, et c'était une vie plutôt agréable. C'est lui qui m'a fait découvrir, très jeune, à l'âge de 7-8 ans, les bandes sur diapositive, les bandes dessinées de Tintin, de Hergé. Et puis, c'était un homme formidable moi, il m'a raconté le catéchisme de façon imagée, toujours. Il avait cette façon de raconter les choses. C'était simple, on comprenait. Et je voyais très bien le décor de la Palestine avec Jésus évoluant dans ce décor en images. Mon oncle racontait bien. J'étais très proche de lui. C'est un homme que j'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Il a terminé sa carrière alors qu'il était prêtre de la Flotte en Ré, dans l'église Sainte-Catherine. Et d'ailleurs, à cet effet, un jour, il me dit « Écoute, je vais faire 2 messes avant l'église Sainte-Catherine et avant d'aller déjeuner, est-ce que tu accepteras, comme au bon vieux temps ?» Parce que j'adorais lire les textes religieux pendant la messe. Et il me dit « Est-ce que tu accepteras de me lire un texte au moment un texte de l'épître ?» Je dis « Mais pas de problème. » Et j'étais donc devant un pilier. Personne ne me voyait. Mais il est vrai que mon oncle disait toujours, en tant que prêtre, je suis beaucoup plus connu comme étant l'oncle du présentateur de la Roue de la Fortune que l'inverse. Et donc, à un moment, mon oncle se tourne, me fait un signe, je monte à ses côtés, sur l'autel, et je fais ma lecture. Et à ce moment-là, il y avait à peu près 150 fidèles qui étaient là. Je n'ai jamais signé autant d'autographes dans une sacristie que ce jour-là. Mais on a été plus loin parce qu'il y a eu des travaux d'archéologie dans cette église. Il a fallu rebaptiser l'église, recélébrer l'église. Il y avait l'évêque de La Rochelle qui était là. Il y avait je ne sais pas combien de prêtres, dont mon oncle. Et l'archevêque de La Rochelle avait accepté qu'on fasse cette réinauguration de l'église avec du jazz. Donc je suis venu avec 7 musiciens, 7 têtes, et l'église était bondée de monde, et mon oncle m'a dit « Tu devrais revenir jouer un peu plus souvent. » Voilà. Et après, c'est une jolie invitation. On est allé manger quelques fruits de mer. Très jolie invitation.
Vous racontez un épisode très drôle dans votre livre quand vous êtes petit garçon sous les yeux noirs de votre grand-mère et que vous trébuchez en faisant tomber le livre jusqu'au premier rang. Donc on rit beaucoup. Mais vous dites aussi un peu plus loin, sur une note plus sérieuse, que vous aviez, quand vous étiez enfant de cœur, une mission à remplir et vous écrivez « Honorer le Seigneur ». Oui. C'est-à-dire pour moi, le Christ en ivoire sur sa croix d'ébène, car Dieu son Père, je ne le voyais pas. Exactement. Du coup, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce que ça signifiait pour vous, petit garçon, petit Christian Morin, honorer le Seigneur, ce Christ en ivoire? D'abord, honorer le Seigneur, j'avais l'impression de... Ma grand-mère était très dévote et très heureuse d'avoir un de ses fils qui soit prêtre, d'ailleurs. Mon grand-père aussi, mais ma grand-mère surtout. Elle s'appelait Bathilde. Bathilde de Moncé, en un seul mot. Enfin, pas séparé. Il n'y avait pas de noblesse dans la famille. Bref. Et avant de s'appeler Morin. Et alors, il y a l'incident que je raconte, la messe d'un dimanche, où c'était à l'époque, on n'avait plus les soutanes, on avait les aubes blanches que l'on ficelait à la taille plus ou moins bien, ça pendouillait à l'avant, ça remontait à mi-mollet à l'arrière, et en descendant avec, au moment de l'évangile, avec le livre sacré, un livre avec des enluminures, un livre formidable qui devait dater du XVIIe ou XVIIIe, enfin bref. Et j'accroche la soutane, je m'étale de tout mon long avec le livre qui n'a pas été abîmé, heureusement, mais la honte, d'autant qu'au passage j'ai accroché les clochettes du Sanctus, donc c'était un bruit épouvantable. Et au premier rang, il y avait ma grand-mère qui me regardait, je ne voyais qu'elle. Il me regardait comme ça. C'était le neveu du curé qui venait de tomber, et en remontant, j'ai eu les yeux de mon oncle qui m'a regardé comme ça. Bon, bref. Mais ça s'est très bien terminé. J'ai quand même eu le droit d'assister au déjeuner dominical. Et donc, c'est vrai que ça me fascinait de voir ce Christ. Alors, il y avait souvent des croix. D'ailleurs, je suis à la recherche d'une croix comme ça, au marché aux puces. J'étais fasciné. On taillait le corps du Christ dans de l'ivoire. C'est interdit aujourd'hui, bien sûr. Mais c'était magnifiquement fait. Et il y avait ce bois avec ce corps en ivoire sur la croix. Non seulement ça me fascinait, il existait de cette manière, mais en même temps, j'avais l'impression surtout, en respectant Dieu et Jésus et l'histoire religieuse et le catholicisme, j'avais surtout l'impression de respecter celui qui était proche de moi tous les jours, mon oncle. Et quelque part, je me demande encore aujourd'hui si je ne confondais pas mon oncle avec Jésus, un peu, dans la mesure où il transportait la parole du Christ. Il continuait de l'évoquer tous les jours, tous les dimanches. Donc, j'ai beaucoup aimé cette période. Et vous avez gardé un attachement à la parole de Dieu dont vous parlez beaucoup, finalement, lire les Écritures? Oui, mais de façon... Et je devrais faire mon acte de contrition, parce que malheureusement, avec le temps, je vais toujours à la messe, mais pas assez à mon goût. Je pense à des prières aussi, surtout la Vierge Marie, qui était la sainte que mon oncle adorait, honorait. Et je fais des prières quelquefois quand il y a des petits moments un peu pénibles dans la vie, alors qu'on devrait le faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que je trouve que la prière ou le respect d'une religion, quelle qu'elle soit, j'allais dire, mais c'est au moins un garde-fou qui permet d'avoir, vous savez, ces espèces de rambardes pour ne pas tomber du mauvais côté. Et je pense qu'on s'en éloigne malheureusement trop vite, les uns et les autres. Et avec l'âge, aujourd'hui, avec le recul, je me dis parfois quand même que ce serait bien d'y revenir un peu plus souvent. Mais avec Bénédicte, on adore, dès qu'on va quelque part, visiter des églises. Je trouve que ça nous offre toujours un moment particulier, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe autour de nous, et pas que dans notre pays, mais dans le monde entier. Mais c'est cet apport, dès que vous rentrez dans une église, il y a cette paisibilité dont on a, je crois, besoin. Et peut-être qu'on devrait aller faire des cures de paisibilité de temps en temps. Quand je visite un cloître, il y a le cloître notamment de l'abbaye de Fontfroide, près de Narbonne, que je connais bien pour y avoir joué. Et puis, les gens qui ont géré cette abbaye, la famille d'Andoc pendant des années, étaient des amis proches de la famille de ma femme.
Et on est allé souvent dans cette abbaye. Et quand je me promenais dans ce cloître, je pensais à tous les prêtres, tous les moines qui se sont retrouvés là. Et je ne sais pas, là encore, il y a une espèce de bien-être. Dès que j'ai fait une prière ou dès que j'ai visité un lieu comme ceux que je viens d'évoquer, j'ai toujours un sentiment de paix. De propreté, de paix, mais de limpidité. De limpidité, de pureté. J'ai toujours le sentiment que ça va mieux. Ce qui fait qu'en vous le disant, je me rends compte qu'il faudrait que je fasse peut-être un peu plus souvent. En fait, vous venez de rendre le plus bel hommage que vous pouvez faire pour votre oncle Robert, en disant qu'il avait été pour vous un visage de Jésus finalement, et qu'il vous avait apporté de connaître ce visage de Jésus. Et ça nous permet peut-être de passer au dernier mot, le mot joie. Le mot joie. Alors, je vais faire un tout petit raccord avec le mot précédent, avec prêtre, parce que je suis très fier, et je l'ai mis dans le livre, mon oncle, pour service rendu à l'évêché de La Rochelle, et il a été professeur et aumônier aussi à l'école Fénelon. Je croise quelquefois d'anciens élèves de l'abbé Robert Morin qui me disaient, notamment un ancien patron du Monde, très bon écrivain qui s'appelle Éric Fotorino, qui me disait, quand j'en étais convoqué chez Robert dans son bureau, j'arrivais et il y avait ta photo d'Europe 1 qui était sur son bureau. Donc fier. On voyait que ça en arrivant, mais aller chez Robert. Bref, pour service rendu, l'évêché a rendu un hommage, c'est assez rare comme façon d'honorer un homme et un prêtre. Son nom est gravé sur la cloche, une des cloches de l'église de Sainte-Marie de Ré, dans l'île de Ré. Et il est enterré aujourd'hui à la Couarde. Magnifique. Et ce qui est amusant, c'est qu'au moment de ses obsèques, il y avait une espèce de joie, justement, on va y arriver, parce que les gens, les proches de mon oncle, avaient demandé cette chose-là, que nous allions de l'église au cimetière, pas avec un corbillard classique, qu'on y aille sur une table à roulettes, de façon à ce qu'on traverse tout le village de la Couarde. Et je n'en revenais pas, les gens étaient ramassés sur les trottoirs et applaudissaient mon oncle qui passait dans son cercueil, simplement pour le remercier. C'était extraordinaire. Ça me faisait presque penser aux enterrements à la Nouvelle-Orléans. Il aurait été bien qu'il y ait un orchestre de jazz à la fin pour l'honorer de façon à lui offrir la joie d'être transporté et de retrouver Dieu à ce moment-là. Alors la joie, c'est ce qui manque beaucoup. Il faudrait avoir toujours cette petite lumière. Il faudrait que ce soit obligatoire d'avoir une lumière de la joie quelque part, quand on est un peu dans le gris ou dans la noirceur que vous apporte la vie, hélas. Il faudrait pouvoir avoir une petite lampe torche qui soit une lumière de joie, pour vous éclairer le visage un petit peu et pour vous mettre en joie. Mais la joie, c'est la joie de... pour moi, la joie la plus formidable, ça a été la naissance de mon fils. J'ai assisté à sa naissance. Ça a été une joie de découvrir ce petit bonhomme qui aujourd'hui a 40 ans. Il a grandi. Et c'est la joie d'avoir des amis, la joie de pouvoir, là encore, leur dire de leur vivant, qu'on les aime, la joie que vous apporte la vie, de m'avoir permis de rencontrer ma femme Bénédicte, la joie de rencontrer ses enfants, de rencontrer une famille recomposée, d'essayer d'apporter aussi un peu de joie à quelqu'un. Je pense à ma sœur qui vient de perdre son mari au mois de juillet et qui est triste, qui s'ennuie forcément. Ma mère m'avait dit ça aussi après la mort de mon père. Donc on essaie d'apporter, c'est bien difficile, au travers de 2 ou 3 mots, on essaie d'apporter un peu de joie. Mais la joie aussi, c'est peut-être le métier que j'ai pratiqué pendant plus de 50 ans, c'est-à-dire la radio, où on apporte une espèce de bonne humeur au travers de la radio. C'est un métier d'échange. La musique apporte de la joie aussi aux gens. Quand vous êtes au théâtre, c'est aussi pour faire passer un moment joyeux aux gens. Quand vous tournez dans un film, c'est pour partager avec eux ce moment que vous allez raconter en tant que comédien. Donc la joie, je crois qu'elle peut se transmettre. Ce serait presque le mot qu'il faudrait mettre et connaître en tout premier lieu quand on arrive sur Terre. Ce qui est terrible d'ailleurs,
C'est pour ça qu'il faut être joyeux tout au long de sa vie, parce que déjà, à sa naissance, on est condamné à mort, on ne sait pas quel sera le jour, mais la joie de rencontrer... Vous imaginez un petit bonhomme qui arrive ou une petite fille au moment de la naissance qui arrive et qui ne sait pas pourquoi et comment il est arrivé. On commence après avec l'éducation, quand les parents vous parlent, mais ce point de repère, il faudrait déjà... Je pense que ce devrait être une obligation de dire aux parents, n'oubliez pas d'apporter de la joie à vos enfants, qu'ils soient joyeux. En tout cas, on a l'impression en vous lisant et en vous écoutant, Christian Morin, que c'est vraiment le talent que vous avez reçu, la joie, et que vous aimez transmettre. Cette joie et cette flamme, elle apparaît dans vos paroles et dans vos mots, c'est certain. Merci beaucoup, Christian Morin. Nous allons passer à la dernière partie de cette émission. Je vous retrouve tout de suite. Merci. Alors, comment ça s'est passé, Christian Morin, cette expérience originale? Je suis ravi que vous soyez revenu parce que votre absence, justement, on l'a évoqué, m'a beaucoup impressionné. D'être seul comme ça? C'est la première fois que je réponds à des mots. Il y a votre voix qui humanise quand même, c'est pas l'intelligence artificielle. Donc, très très bien. Mais c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du psy, mais on n'a pas besoin de s'allonger, en tous les cas, on se confie. En tous les cas, ça permet aucune retenue, c'est ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas de visage. Oui, c'est pas ça, votre visage ne me gêne pas pour vous répondre. Si vous me posez une question, ou alors je vous dis non, mais on arrête l'interview. Si on vient, c'est tout à fait la moindre des choses d'être au moins poli. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant d'être... vous posez la question et vous nous lâchez dans la nature. Et là, on s'en va. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Je ne sais pas ce que ça a donné, si ça vous convenait. C'était merveilleux de vous écouter. On était emportés. Alors, vous pourrez peut-être, à partir de ces 4 mots, faire une analyse du personnage. Et vous, lequel avez-vous préféré de ces 4 mots? Mais les 4. Les 4, j'ai beaucoup aimé. J'avoue que ça tombait bien par rapport à l'absence, bien sûr, par rapport au père. La joie, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, le 4e... Le prêtre. Le prêtre, oui, mais le prêtre, bien sûr. Oui, je l'assimilais à mon père presque, parce que lui aussi nous a quittés. Et donc, ça m'aura permis de leur parler. Et de leur rendre hommage. Oui, mais ça, c'est important. C'est important, cette reconnaissance vis-à-vis des êtres qui vous ont façonné un peu, malgré vous. Malgré eux, il y a toujours un exemple, on prend toujours un... Je pense que pour des jeunes aujourd'hui, le problème est peut-être qu'il manque peut-être d'exemples. À n'importe quel niveau. D'exemples ou de donner l'envie de faire comme quelqu'un et d'aller vers... Justement, peut-être que ça me permet de vous poser ma dernière question. Ça m'a intriguée quand même quand vous avez dit que pour vous, cet oncle Robert avait été comme le visage de Jésus et que vous saviez même presque plus si vous aviez aimé Jésus ou votre oncle Robert. Et j'avais envie de vous demander, vous diriez qu'aujourd'hui, pour vous, Christian Morin d'aujourd'hui, qui est Jésus? Jésus, c'est un homme qui a, je ne vais pas reprendre les termes classiques, qui a porté la bonne parole, qui est arrivé pour donner aux autres, qui s'est sacrifié aussi pour les autres. Alors à partir de ça, aujourd'hui on en parle, bon, il a été crucifié, et puis il y a eu cette renaissance, et puis il est parti à côté de son père. J'avais aimé le film qui avait été fait, qui a été tant décrié. Mel Gibson, c'est ça, Mel Gibson, effectivement. Et j'avais trouvé la dureté des images qui reflétait vraiment, parce que quand on voit le chemin de croix, quand on arrive dans une église, dans une chapelle, on a l'impression que c'est de façon apaisée, cette croix, c'est du contreplaqué, elle n'est pas lourde. Alors que là... Donc je trouve que je garderai de Jésus aujourd'hui cette image de la souffrance pour les autres. Ah oui. Peut-être que ce serait ça, cette petite flamme de joie. C'est ce que je disais, oui. J'aimais beaucoup. En fait, c'est ça. Cette flamme, la flamme du père de Foucault aussi. Quand on va à l'église Saint-Augustin, c'est là qu'il a eu la foi, qu'il a été révélé. Et... Donc cette petite flamme de joie, ce serait ça. Se donner pour les autres. C'est cette petite flamme qui peut être tout simplement le cœur. La générosité, être
Être simplement... Il y a un mot qui est complètement galvaudé, on s'en fiche complètement aujourd'hui, mais c'est le mot gentil. Ouais. Alors, la vraie gentillesse. Oui, non, mais on l'utilise presque plus, parce que dans le Midi, on dit « Oh, il est gentil, oui, mais il est un peu couillon. » Oui, bon, c'est un peu ça. Oui. Le mot couillon est sympathique dans le Midi, mais c'est un peu ça. Mais la gentillesse, simplement, d'essayer de faire un tout petit effort à chaque fois pour aller vers l'autre. Ne serait-ce que, regardez, ça doit vous arriver, moi le matin, ça m'énerve, il y a des gens que je croise dans mon immeuble, qui sont là depuis quelques années, qui ne disent pas bonjour, qui ne répondent pas à un bonjour, et qui ne sourient pas. Ah oui. Donc le sourire comme expression de la gentillesse. Mais le sourire, ça pourrait être... Notre dernier mot. Ça pourrait être mon dernier mot, voilà. Ah voilà. Et ben on est très heureux, on aurait voulu que le temps ne s'arrête pas, tellement on était bien à vous écouter, Christian Morin. J'espère que j'ai apporté quelques sourires, malgré le ton très sérieux de votre émission, Bénédicte. Et je rappelle votre actualité, votre livre aux éditions XO, « J'ai tant de choses à vous raconter ». Nous étions heureux d'entendre toutes ces choses à raconter de Christian Morin. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette émission, et c'est sûrement le cas, vous pourrez la retrouver sur ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.